chaîne et de partager la vidéo. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir-là garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'a appelé pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, le rassurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène est à le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne, et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?»
Pourquoi as-tu éteint les lumières? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée. Mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvint finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement pris en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Nous sommes en 97. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se dirent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se mit à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Amherst, Massachusetts, 1973. Ce soir, Thomas D. a un rendez-vous galant, et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent, qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Région parisienne, 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil,
La couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le lendemain, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. J'ai trouvé cette histoire dans un journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là, à me fixer. Mais une fois que je l'ai vue, je ne parvenais plus à regarder ailleurs. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi, en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange, et surtout, qui porte un costume un lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'il me la donne. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Poznań, Pologne, 1984. Une mère emmène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état, dont 2 doigts de la main sont levés. Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose, mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit. » juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. 1 semaine se passe sans aucun problème, jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée, et comme elle n'a pas trouvé de babysitter, elle décide de laisser sa petite fille seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre, à 1h du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts levés.
Marseille, France, 2021. Franck et une bande d'amis ont loué un Airbnb dans un immeuble de Marseille. Ils passent leur première soirée à l'appartement, à manger et à boire en se racontant de vieux souvenirs. À 7 heures dans la nuit, la bande d'amis décide d'aller se coucher, mais Franck tourne en rond dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil. Il entend soudain le bruit d'une voiture freiner brutalement en bas de l'immeuble et il décide d'aller voir par le balcon. Il voit 5 jeunes s'entasser dans un corbillard noir duquel sort de la musique forte. Le conducteur baisse sa fenêtre et laisse apparaître un visage gris et effrayant, sur lequel repose une casquette de chauffeur. Il regarde Franck et lui dit « Il reste une place. » Il attend une minute en laissant le moteur tourner, mais Franck ne bouge pas du balcon. Puis, la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Franck raconte l'histoire à ses amis, qui trouvent tous que c'est très étrange et lui disent qu'il a probablement rêvé. Franck reste cependant persuadé de ce qu'il a vu. Ils se rendent un peu plus tard au centre-ville, et en remontant la rue de l'immeuble, il voit des éclats de verre au sol, devant une épicerie. Franck demande à l'épicier ce qui est arrivé, et celui-ci lui répond qu'il y a eu un accident dans la nuit, et qu'un corbillard rempli de jeunes a foncé dans un mur, tuant les 5 passagers sur le coup. Les amis de Franck ne semblent pas comprendre à quel point cette nouvelle le perturbe, et il décide de rentrer seul à l'appartement, en les laissant aller se promener. Il reste 1 ou 2 heures à l'appartement, et décide de retourner prendre l'air pour se changer les idées. Il appelle l'ascenseur, et celui-ci s'arrête à son étage. La porte s'ouvre, et il voit qu'il est déjà presque plein. Au milieu de ces visages, il y en a un qui l'interpelle. Un homme au visage gris, qui porte une casquette de chauffeur et qui lui dit « Il reste une place. » Franck reste tétanisé sur le palier, et la porte de l'ascenseur se referme avant de reprendre sa descente. Il entend soudain des cris, puis un énorme bruit qui provient d'en bas. Il descend les escaliers en trombe et réalise que l'ascenseur a lâché et qu'il s'est écrasé au sous-sol. Franck appelle rapidement les secours pour qu'ils viennent en aide aux occupants de l'appareil. Malheureusement, tout le monde est mort à l'intérieur et les pompiers sortent les différents corps un à un. Franck surveille, la peur au ventre, mais il ne voit nulle part l'homme au visage gris et à la casquette de chauffeur. Alpes, France 2018. François est un randonneur chevronné. Aussi, réserver 1 semaine de vacances dans les Alpes tout seul est pour lui le meilleur programme envisageable. Au milieu de cette semaine de l'été 2018, François a prévu une grosse journée de marche, peut-être trop grosse. Lorsqu'il commence à faire demi-tour à la moitié de son parcours, il réalise que le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Il accélère le pas, en espérant arriver jusqu'à sa voiture avant le coucher de soleil. Mais malgré son allure de plus en plus soutenue, François se retrouve rapidement en pleine nuit, alors qu'il est loin d'être arrivé. Et pour ne rien arranger, il ne reconnaît pas le chemin qu'il a pris au début. Il continue de marcher, mais ne retrouve toujours pas son chemin. Et bientôt, il se rend à l'évidence. Il devra passer la nuit seul dans la montagne. Après quelques longues minutes de marche, il tombe par hasard sur une vieille cabane en bois, perdue au milieu de nulle part. Il toque à la porte, mais personne ne répond. Il décide alors de rentrer, et trouve, au milieu de cette petite bicoque carrée, un lit pour une personne. François se dit qu'il peut utiliser le lit, et que si le propriétaire vient à rentrer dans la nuit, il lui expliquera pourquoi il s'est permis de s'installer. Il se couche, et tente de s'endormir. Mais les bruits de la forêt et la solitude l'empêchent de s'endormir facilement. Il regarde autour de lui et voit qu'il y a plusieurs tableaux sur les murs de la cabane, et ils représentent tous des visages assez effrayants de gens, avec des sourires forcés, presque inhumains. Tous ces visages semblent le regarder avec leur sourire glaçant, et François décide finalement de fermer les yeux et de ne plus se concentrer dessus pour réussir à dormir. Le lendemain matin, François se réveille dans la cabane et réalise avec effroi, en ouvrant les yeux, qu'il n'y a aucun tableau sur les murs, mais seulement plusieurs fenêtres.